Donc j'appelle à la tribune les intervenants de cette troisième table ronde que va animer Nathalie Mesureux. Et ces intervenants sont Yanis Tsiomis, Isabelle Palot-Frossard, Nicolas Faucher, qui doit être perdu avec Isabelle dans les couloirs, Jean-Philippe Garric, qui est là, Shao Yong et Stéphane Garnero, qui est là. Donc nous entamons cette troisième et dernière table ronde de ce colloque que nous avons intitulé « Quelle recherche pour le patrimoine ?» Donc sa thématique est claire. Je crois qu'il y a déjà, il en a déjà été un petit peu question lors des tables rondes ce matin. Nathalie Mesureux, qui va animer cette table ronde, est architecte et urbaniste en chef de l'État. Elle est née en Lorraine. Elle est à l'heure actuelle directrice de l'école d'architecture nationale supérieure d'architecture de Lyon. Elle est architecte et urbaniste, donc en chef de l'État. Tu as fait partie de la première promotion des architectes et urbanistes de l'État et tu as successivement exercé la fonction d'architecte des bâtiments de France en Savoie et dans les Ardennes. Puis, à partir de 2001, tu as dirigé le service de l'architecture et des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de la DRAC de Lorraine, avec les fonctions concomitantes, ce qui est assez original et à noter, de conseillère pour l'architecture et de conservatrice régionale des monuments historiques. Je te laisse la parole. Merci Mireille. Alors, je vais essayer de passer très rapidement la parole aux intervenants de cette table ronde. Auparavant, vous dire que j'aurais aimé prendre plus de temps pour vous dire que parmi les fonctions que j'ai pu tenir à partir du moment où je suis devenue architecte et urbaniste de l'État, le lien que je fais entre toutes ces fonctions est celui du métier et de la profession d'architecte. Il m'a été donné notamment de vivre beaucoup de temps dans des moments particuliers, comme par exemple l'incendie et les suites de l'incendie du château de Lunéville. Il m'a été donné de vivre des moments précieux et importants sur le patrimoine avec les architectes en chef des monuments historiques. Et cela a construit pour moi une vision de ce métier pour laquelle je continue de militer. Alors, être là aujourd'hui devant vous pour aider à la tenue de cette table ronde sur la recherche qui pourrait bien évoluer pour l'école de Chaillot, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais cependant très rapidement vous dire que j'aurais aimé vous dire ce qu'est la recherche aujourd'hui dans les écoles d'architecture. Je ne vais pas le faire, mais nous pouvons simplement dire que la profonde modification des cursus des écoles d'architecture en 2005 pour le passage en format licence, master, doctorat a emporté avec elle l'histoire de l'école de Chaillot, et c'est heureux, c'est peut-être une petite réparation de l'histoire, puisque nous avons vu ce matin, grâce à Alexandre Gadic, l'histoire de la naissance de l'école de Chaillot a bien à voir avec l'enseignement de l'architecture. Et donc, je dis, le LMD a emporté Chaillot dans ses valises d'une certaine manière, puisque l'école de Chaillot, à ce moment-là, s'est trouvée prête à s'engager dans le processus de standardisation du système universitaire tel que proposé par le processus de Bologne avec son DSA. J'aurais aimé vous en dire plus sur ce qu'est le doctorat en architecture dans les écoles, car il est le support d'une réflexion qui peut faire vivre la recherche à Chaillot. J'aurais aimé vous dire combien des oppositions un peu systématiques que nous pouvons faire, comme la recherche, comme celle notamment entre la recherche fondamentale et la recherche des praticiens, comme le travail d'un chercheur, le travail d'un praticien, peuvent tout à fait être revisités. Alors je ne vais pas le détailler, je vais préférer laisser la place aux intervenants que nous avons choisis avec la directrice de l'école et le comité scientifique de ce colloque. Les intervenants que nous avons choisis sont là pour pouvoir évoquer
tous ces sujets du point de vue de leur expérience. Et nous avons donc choisi Yanis Tsiomis, qui est architecte urbaniste, praticien autant que chercheur, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches et directeur d'études à l'EHESS, puis professeur à l'ENSA de Paris-Belleville, et qui est là, de mon point de vue, parce qu'il a beaucoup à dire sur le doctorat d'architecture. Il avait publié un article dans le livre « Le doctorat en architecture » au moment des réflexions qui ont fait suite à l'installation du LMD, dans lequel sa position me paraissait éclairante. Isabelle Palot-Frossard, qui est là, et que vous connaissez bien, qui contribue très souvent dans le cadre de ses fonctions à aider les choix sur la restauration du patrimoine monumental. Isabelle Palot-Frossard est directrice du laboratoire de recherche sur les monuments historiques. Elle est présente parmi nous parce que j'ai souhaité d'abord que le laboratoire soit présent en tant que tel, mais au-delà, parce que le laboratoire et les travaux d'Isabelle montrent combien la question scientifique par l'angle des sciences et techniques, voire de l'ingénierie, est importante dans le domaine patrimonial, mais aussi architectural. Nicolas Fauchère est là parce que nous avons souhaité, Nicolas qui est professeur d'histoire de l'art, enseignant, bien sûr, professeur associé à l'école d'architecture, à l'école, pardon, de Chaillot, et qui est habilité à diriger des recherches et qui conduit les étudiants de l'école de Chaillot à des ateliers spécifiques. Nicolas est là parce qu'il est enseignant dans cette école et que son témoignage d'enseignant sera très important à cet égard. Jean-Philippe Garric est architecte également habilité à diriger des recherches. Il est professeur à l'ENSA de Paris-Belleville. Il est directeur du grand laboratoire Institut parisien de recherche architecture urbanistique société de l'école de Belleville et pourra aussi nous éclairer sur la recherche en architecture, particulièrement quand elle est appuyée par l'histoire, je crois. Puis nous accueillons Madame Shao Yang, qui est urbaniste, docteur, professeur à l'université de Tongji à Shanghai, qui joue un rôle à Chaillot particulièrement important dans l'animation d'échanges avec les étudiants de l'école de Chaillot, et qui, cela a été signalé tout à l'heure par Alain Marinos, a suivi à 2 reprises la formation, le cursus, on va dire, de la formation architecte et urbaniste de l'État. Merci beaucoup de votre présence. Et puis Stéphane Garnero, je vous dis donc le nom de ces personnalités dans le sens de leur intervention. Donc Stéphane conclura, du moins sera le dernier intervenant de cette table ronde. Il est architecte du patrimoine, diplômé de cette école, mais aussi architecte en Italie et nous montrera comment la pratique de la recherche et de l'enseignement, particulièrement par l'angle de la spécificité des architectes du patrimoine, et j'ose le dire, déjà à l'œuvre. Donc je ne vais pas perdre plus de temps et vous proposer d'écouter d'emblée Yanis Tsiomis, chacun à 10 minutes comme nous le savons, et nous souhaitons absolument qu'un échange puisse avoir lieu avec la salle, car la question de la recherche, de la manière de conduire la recherche à Chaillot, elle est posée, elle est ouverte, c'est celle de l'avenir, et nous souhaitons véritablement avoir le retour de la salle et un échange avec toutes ces personnes. Merci beaucoup. Yanis. Merci Nathalie, et je remercie les organisateurs pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter à cette table ronde à l'occasion des 125 ans de Chaillot, de l'école de Chaillot. Je vais être bref et j'ai choisi quelques points, 3 points plus particulièrement, qui nous avaient été transmis lors de cette invitation. Je voudrais préciser que je ne parle pas seulement en tant qu'ancien responsable, un des responsables du DEA, diplôme d'études approfondies, le projet architectural et urbain, qui est né il y a 21 ans et qui est mort il y a 6 ans, et à cause de la réforme LMD.
mais aussi à partir de ma pratique sur des questions patrimoniales, comme par exemple l'aménagement du site archéologique de l'Agora d'Athènes. Sur le schéma d'aménagement, en partie, j'ai travaillé pour le site archéologique, la région archéologique de Douga, en Tunisie, mais aussi à partir de mon expérience sur certaines restaurations, réhabilitations dans des hôtels particuliers dans le Marais. Donc, je vais être à cheval entre la pratique professionnelle et la manière dont je me suis posé les questions de la recherche et aussi comme enseignant-chercheur. Alors très souvent on associe à la question de la recherche la question du doctorat et c'est normal puisqu'elles sont liées ces deux questions, mais je ne les associerai pas forcément, c'est-à-dire je pense qu'il y a une distinction entre affirmer et consolider la recherche sur le patrimoine et sur toute recherche et faire un doctorat. Je m'explique, la recherche c'est avant tout construire son objet et développer une activité de recherche à partir de cette construction. Tandis que le doctorat qui suit, c'est une institutionnalisation de cette pratique et de la reconnaissance de cet objet à travers des institutions universitaires et autres, et qui est sanctionné d'ailleurs, suite au doctorat, par le diplôme, l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Celui qui fait un doctorat, normalement, et théoriquement vise l'enseignement. Ça c'est le premier point que je ne vais pas développer, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le deuxième point c'est plus particulièrement la recherche. C'est construire et définir son objet, comme je l'ai dit, en matière du patrimoine, puisqu'on parle de ça, signifie aussi qu'on navigue en tant qu'architecte qui s'occupe du patrimoine, et donc, a fortiori, dans une école qui est vouée à l'enseignement du patrimoine, qu'on se meut entre plusieurs champs qui interfèrent. Par exemple, et avant tout, je dirais l'histoire, c'est-à-dire connaissance du contexte historique pour pouvoir intervenir. Ensuite, l'histoire des techniques, les techniques de construction, des matériaux, etc. Donc les techniques et puis bien sûr l'histoire des styles si l'on veut. Les techniques de restauration en fonction des périodes, et je voudrais donner un exemple sur le besoin de ne pas mener la recherche solitaire. C'est des banalités ce que je dis, mais elles sont toujours bonnes à rappeler parce qu'il y a des débats là-dessus sur l'autosuffisance, par exemple, dans les écoles d'architecture, de mener des doctorats et d'une certaine manière, tout en pensant à cette autonomie du doctorat en architecture, je pense toujours au besoin de le lier avec l'enseignement, les enseignements de l'université. Alors pour intervenir par exemple sur l'espace archéologique de l'Agora d'Athènes, il a fallu le savoir et la compétence de l'historien. Dans mon cas précis, c'était le travail en commun avec Pierre Vidal-Naquet ou Nicole Laureau, le savoir et les compétences des archéologues, le savoir et la compétence des ingénieurs spécialistes en pétrographie, etc., etc. Je pense que ça aurait été impossible de faire un schéma d'aménagement, un dessin qui se matérialise ensuite, s'il n'y avait pas, non pas cette aide, mais cet échange avec les autres disciplines. Un autre exemple pour
intervenir pour la réhabilitation d'un hôtel particulier dans le Marais, il a fallu l'aide des historiens de l'architecture du XVIIIe siècle. Donc, quand on dit connaissance de l'histoire ou technique, ce sont les techniques dans l'histoire, et non pas les techniques comme un simple savoir-faire. Bon, c'est besoin de lier savoir et savoir-faire, ce qui nous ramène à la question de la recherche. Et ensuite, bien sûr, vient la question du savoir et savoir-faire sur des techniques modernes qui n'altèrent pas le sens, je dis bien le sens, et non pas l'image du monument ou de tout objet patrimonial. Alors, il y a une complémentarité comme partout entre recherche fondamentale, bien sûr, et recherche sur les techniques appliquées, et j'entends par technique, y compris la connaissance des styles. Mais il doit y avoir aussi une distinction. L'initiation à la recherche du patrimoine doit remplir les deux volets, recherche fondamentale et recherche appliquée. Troisième point, et je m'arrêterai là, nous avait été posé la question s'il y a une difficulté pour les architectes préparant un diplôme professionnalisant pour développer une activité de recherche. Je dirais oui. Si j'en juge par les DSA, les diplômes spécialisés en architecture approfondis, dans les écoles d'architecture. Et la difficulté, c'est d'un côté le temps et de l'autre côté l'objet. Le temps de l'initiation aux différentes méthodes, à l'histoire, etc., au travail d'archives, etc., c'est un temps long. Et en même temps, un diplôme de professionnalisation, c'est un diplôme qui se donne en 1 an pour pouvoir approfondir et appliquer. Donc là, il y a un vrai problème que je pense que la réforme n'a pas résolu. Dans notre cas, dans le cas des historiens, c'est normal. Dès la licence, ils commencent à manipuler la bibliographie, à savoir chercher dans les bibliothèques, à savoir qu'est-ce que sont les archives, etc. Nous, non, et c'est normal, parce que le but, c'est d'exercer. Donc, je pose cette question du temps d'initiation qui ne correspond pas tout à fait avec le temps de formation. La deuxième difficulté, c'est l'objet. Est-ce qu'on parle d'objet bâti, objet architectural de tous les temps, ou est-ce qu'on parle d'objet ville? Et là, c'est une autre complexité parce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent, il y a d'autres histoires qui interviennent. L'histoire d'Athènes classique n'est pas l'histoire du Parthénon, etc., etc. Donc, à condition de résoudre cette question du temps de la formation, oui, je dirais, il y a une place pour l'école de Chaillot pour une recherche fondamentale. Et je dirais pour une recherche fondamentale plutôt que théorique. Donc le débat est ouvert. Merci. Merci. Merci beaucoup Yanis. Quelques questions d'ores et déjà qui posent, je pense, bien le débat. J'ajouterai un tout petit ingrédient, volontiers, sur la question du temps d'initiation par rapport au temps de la formation. Je suis persuadée que c'est là où nous devons construire la relation entre Chaillot et des écoles d'architecture. C'est peut-être là que nous pouvons à ce moment-là allonger un peu le temps. Et j'en profite parce que j'y tenais pour vous dire qu'aujourd'hui dans la salle est présent un jeune diplômé de l'école d'architecture que j'ai l'honneur de diriger et qui se préparait par une initiation à la recherche qu'il a fait dans notre école comme il se doit en master d'architecture à faire un doctorat d'architecture. Eh bien, il s'inscrit en même temps au DSA de Chaillot. Et nous sommes très heureuses, Mireille et moi, de pouvoir lier, pour une fois, ces deux questions. Peut-être que lui, finalement, arrivera à faire un peu les deux. Voilà.
là, comme j'ai pris 8 minutes, j'ai encore une. C'est juste pour dire que tu as absolument raison. Et c'est ce qu'on disait avec Philippe tout à l'heure, c'est que je pense très sincèrement que chacune des écoles d'architecture seule, c'est impossible de mener un doctorat de manière autonome. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le potentiel et puis le nombre des doctorants n'est pas, la masse critique n'est pas là pour créer ce qu'on voit dans les séminaires que je vois, par exemple, dans les séminaires des hautes études, cette émulation, cet échange, ces contradictions. Et là, je pense qu'on a fait une fausse route en pensant que chacune des écoles d'architecture, toute seule, mènerait son petit doctorat dans le coin, d'autant plus que ce doctorat, il a besoin de l'université. Du coup, il y a un autre risque, non pas d'un échange interdisciplinaire absolument nécessaire, mais d'une satellisation du doctorat. Merci. Je vais passer la parole à Isabelle Palot-Frossard, qui va nous dire beaucoup de choses, notamment sur un sujet dont nous avons déjà un peu parlé à plusieurs, qui est qu'en matière de recherche, l'École nationale de Chaillot ne part pas de rien. Merci Nathalie Mesureux. Alors, en introduction de mon propos, je tiens ma montre pour essayer de tenir le temps. Je voudrais revenir sur quelques propos d'Alexandre Gady. Ce matin, il nous a évoqué avec beaucoup de verve et de sens du paradoxe cette sorte de captation d'héritage, il n'a pas employé le mot, mais il aurait pu, des experts, depuis l'expert unique du 19e siècle, notre Pic de la Mirandole qui était Viollet-le-Duc, jusqu'à l'expert multiple, cette espèce d'hydre de Lerne d'une administration jacobine qui s'est construite sur cette première expertise, avec toutes ces dérives anciennes et récentes. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur un des exemples qu'il a cité, celui des Halles de Baltard, pour rappeler que la Commission supérieure des monuments historiques de l'époque s'était prononcée contre la démolition et non pas pour la démolition, et que c'est le politique qui a pris la décision, et donc le représentant de la société civile, de prendre la décision de la démolition des Halles de Baltard et non pas notre administration, l'administration des monuments historiques. Alors pourquoi opposer experts et société civile? Je pense qu'il faut distinguer en réalité la connaissance et l'expertise et l'action. Ce n'est pas parce que l'on sait qu'il faut faire. Bien entendu, il faut savoir pour agir, mais il ne faut pas nécessairement agir parce que l'on sait. Et ce sont les dérives. Certaines dérives ont tenu à une mauvaise appréciation de cette, dans le passé, une mauvaise appréciation de cette liaison presque automatique entre parce qu'on connaît un état ancien du monument, on va restituer cet état ancien, à titre d'exemple. Le médecin prescrit, mais c'est évidemment le malade qui se soigne. Et ce n'est pas parce que le malade est libre de son choix qu'il faut se méfier du médecin. Donc Alexandre Gady a fort justement rappelé que la connaissance et l'expertise doivent être multiples et pluridisciplinaires. C'est un petit peu la tarte à la crème, mais c'est important et il faut y revenir. Il nous a parlé ce matin d'archéologie, d'histoire de l'art, d'architecture. Il a un petit peu oublié la connaissance de la matière, que je représente ici parmi vous en tant que directrice du LRMH, et toutes les disciplines scientifiques en sciences dures, la géologie, la chimie, la physique, l'informatique, qui sont bien utiles à la conservation du patrimoine. Donc la connaissance est une condition nécessaire de l'action, et cette connaissance, évidemment, elle est fondée sur la recherche. Le travail de recherche sur le patrimoine, il est par nature pluridisciplinaire, comme on vient de le dire, et l'architecte y a donc tout à fait sa place. Mais celle-ci doit être bien définie, elle ne l'est pas encore complètement, peut-être un peu plus dans les écoles d'architecture. Ici, à Chaillot, elle se cherche encore. La recherche en architecture sur le patrimoine bâti, ce n'est pas strictement de la recherche en histoire de l'architecture, même si elle peut y contribuer. Ce n'est pas strictement de la recherche en sciences dures, même si elle doit porter sur l'analyse du monument et de ses composantes matérielles. Elle doit porter également sur ses structures, ses fonctions, son état, son sens patrimonial. Elle devra donc nécessairement s'associer à d'autres spécialistes. Un architecte est un chef d'orchestre, et dans la recherche aussi, il doit rester ce chef d'orchestre. En fait, en réalité, le travail d'analyse du bâti que l'on fait déjà à Chaillot largement, sous la tutelle des enseignants actuels, ce sont déjà les prémices
de ce que peut être un travail de recherche qui peut aboutir sur un doctorat. Il n'y a aucune contradiction entre le travail qui se fait et aucune dichotomie entre le travail qui se fait aujourd'hui dans le cadre de Chaillot et ce qui peut se faire de façon plus approfondie dans le cadre de la mise en place sinon d'un doctorat, du moins d'une démarche de recherche. Et là, évidemment, tous les champs, à mon avis, sont possibles, les matériaux, les techniques de conservation, l'histoire de la restauration, etc. Donc on a besoin d'experts. C'est une réalité, on a besoin d'experts, et ces experts seront d'autant plus pertinents et reconnus qu'ils fonderont leur expertise sur un travail personnel de recherche sur le patrimoine. Mais on a besoin aussi, et ça c'est mon point de vue personnel, d'experts modestes, qui ne se sentent pas propriétaires du monument lui-même, mais qui se fondent sur une recherche personnelle, avec la conscience que ce travail de recherche est un processus éternel, une sorte de grand escalier, dont chaque travail, chaque production est une marche, avec une sorte d'attitude que j'invite à être socratique. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Faire monter les architectes du patrimoine dans ce grand escalier, c'est une occasion de mener des travaux ou transdisciplinaires, plus riches, mais aussi, il faut bien en être conscient, je pense, plus difficiles que les travaux monodisciplinaires où la compétence ne se pose pas. On le sait, tous les doctorats qui sont à visée pluridisciplinaire sont souvent plus difficiles parce qu'ils sont contestés par, si ce n'est pas par une discipline, c'est par celle d'à côté. Hein. Si c'est de l'histoire et de la technique, eh bien c'est la technique qui critiquera l'histoire, etc. Cette démarche s'inscrit, il faut savoir que cette démarche de mise en place d'un cursus de recherche ici à Chaillot s'inscrit dans une dynamique plus générale. On est en train de créer, vous le savez peut-être, à Paris 1, un doctorat en restauration et conservation du patrimoine. Alors il est bien dans ce sens-là, restauration et conservation et non pas le contraire, ce qui peut surprendre, auquel pourront prétendre les restaurateurs du patrimoine comme les conservateurs. Pourquoi pas des architectes dans une démarche comme celle-là? Alors maintenant, il reste beaucoup de questions à résoudre, auxquelles je pense la discussion qui va suivre pourra s'atteler. Recherche fondamentale ou recherche appliquée? À mon point de vue, elle sera nécessairement appliquée, avec composante technique ou non. Et puis, une question importante, c'est comment financer ces travaux? Comment financer ces travaux? On ne peut imaginer que des gens qui sont déjà dans la vie active, qui ont mis leur vie active entre parenthèses pour faire Chaillot, avec beaucoup d'investissements personnels, pourront continuer dans la voie de la recherche s'ils n'ont pas un soutien matériel, financier, par le biais d'une bourse. Ça paraît tout à fait nécessaire, et évidemment, c'est un point qui n'est certainement pas résolu à ce jour. Donc tout est encore à monter et à réfléchir concrètement. Mais il reste évident que si on parle de formation par la recherche, c'est ce que, quand on parle de doctorat, on dit que c'est la formation par la recherche, c'est que cette dernière est vraiment indispensable de la première. On se forme par la recherche, et c'est la recherche qui permet d'aboutir à une formation complète. C'est un très gros travail, de formation de soi-même que de mener ce travail personnel pendant le temps relativement long que constitue la plupart des doctorats, c'est-à-dire environ 3 ans. On a parlé ce matin des réformes de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Dans ce domaine, évidemment, la responsabilité de Chaillot est plus grande encore que par le passé. Et sa force ne sera que plus grande si elle sait prendre ces nouvelles orientations. Et je pense que nous sommes là pour l'y aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette proposition qui met Chaillot, qui tourne Chaillot vers l'avenir. Nicolas Fauchère va nous parler, vous avez un micro? Oui. Va nous parler de la vision qu'il a, peut-être de l'expertise scientifique déjà à l'œuvre dans cette école. Bien. Oui, moi je voudrais simplement porter témoignage effectivement de l'expérience des ateliers qui se font donc à Chaillot chaque année dans une ville sous la houlette de Véronique Villano et qui au fond, me semble-t-il, sont un vrai porté à connaissance sur des morceaux de ville ou des monuments choisis. Le principe de l'atelier donc est évidemment que les étudiants, à plusieurs dizaines, débarquent dans une ville et donc relèvent un certain nombre de monuments, posent du diagnostic, mais en même temps renouvellent la connaissance de la chronologie, de la typologie, de l'interprétation architecturale et de sa contextualisation. Et à cet égard, donc, dans une école qui est d'abord une formation pratique, donc
mise à disposition d'une boîte à outils un peu diversifiée dans les différents champs de la pratique patrimoniale. C'est vrai que c'est aussi l'occasion pour eux de s'initier à l'histoire de l'architecture par une pratique qui est celle véritablement du relevé, de l'enregistrement graphique et en même temps de la compréhension dans une dynamique de groupe qui est extrêmement forte. J'ai participé à l'atelier à Vitré, celui pour Beaucaire, celui pour Noplis, celui pour Blaye, et à chaque fois ça a été l'occasion au fond de regarder un monument à plusieurs, et là le regard croisé est absolument indispensable pour que l'émulation vienne et que le croisement des savoirs et de la dynamique de groupe joue à plein, et en même temps ça permet véritablement d'apporter un renouveau complet, dans certains cas, sur certains champs de la connaissance. Je pense particulièrement au travail qui a été mené à Blaye sur les casernes, où le groupe mené par Céline Viau a vraiment montré comment ces casernes du milieu du XVIIe siècle étaient déjà du plan type, des objets en série, alors qu'on était 30 ans avant l'invention du casernement modulaire par Vauban. Donc là, on a vraiment compris quelque chose de tout à fait fascinant dans la genèse du plan type. Je pense à l'atelier auquel participait Frédéric Auclair sur la tour de la Bridole à Vitré, où on a là trouvé par un enregistrement graphique extrêmement fin de toutes les dispositions, les coupes, chaque plan d'étage, malgré l'absence de plancher, ils ont pu relever l'ensemble des dispositifs et comprendre qu'on avait affaire à en fait une tour du XIIIe siècle, chemisée dans une tour du XVe siècle, qu'on avait donc une espèce de poupée russe que seul le relevé pouvait révéler, et ça leur a permis vraiment de replacer en contexte cet objet dans une famille de tours du XIIIe et de tours du XVe siècle. Je pense également à l'expérience sur Nopli, où vraiment l'enregistrement d'un touron, donc ces grosses tours d'artillerie vénitienne, a montré la disposition d'une porte byzantine absorbée dans une porte franque, elle-même engloutie dans une tour d'artillerie vénitienne. Donc à chaque fois, là, le relevé a vraiment montré comment, par l'enregistrement, on pouvait comprendre, restituer, et je pense en dernier lieu aussi à cette extraordinaire expérience à Beaucaire, dans l'atelier de Beaucaire, où 3 jeunes architectes du patrimoine sont tombés devant un tas de plâtre dans un donjon à Remoulins, où donc devant une cheminée il y avait un grand cône d'éboulis de plâtre. En grattant la poussière de plâtre, ils se sont aperçus que c'était tous les stucs d'une cheminée du XIVe dont ils avaient toute la hotte. Ils ont pu donc nettoyer, relever les morceaux pièce à pièce et restituer la forme de la hotte, ce qui était évidemment une révélation pour comprendre un programme décoratif seigneurial du XIVe siècle. Donc là, en l'occurrence, c'est bien la pratique apprise à Chaillot, c'est-à-dire l'enregistrement graphique, la compréhension des phasages, les technologies qui leur a permis d'installer une typologie. Et c'est vraiment un renouvellement de connaissances très important. Donc se pose, évidemment aussi bien Mureille que Véronique se pose la question aujourd'hui, le fait de savoir comment rendre au public, comment restituer à la communauté scientifique ce porté à connaissance important, avec des gens qui ont pris goût, évidemment, à cette dynamique de recherche. Et en même temps, deuxième problème, et je crois que certains intervenants ont déjà exprimé l'enjeu, au fond, ces jeunes architectes du patrimoine ne sont pas formés à aller aux archives, à aller trouver des dessins inédits de l'objet qu'ils veulent documenter. Évidemment, ils sont parfaitement formés à interpréter le dessin quand on leur fournit, mais se pose le problème de la documentation préalable, et donc, au fond, de la boîte à outils qui n'est pas complète, certes, mais ont-ils le temps d'apprendre aussi d'autres techniques de connaissance? C'est bien tout le problème qui se pose aujourd'hui dans la formation. Merci. Merci Nicolas. Voilà, qui complète encore davantage le tableau avec la question de savoir capitaliser aussi la connaissance acquise, je le retiens dans votre intervention, avec les outils de l'architecte. Ce qui a été un peu dit aussi ce matin, c'est avec les outils de l'architecte que se fait cette formation, mais c'est aussi avec les outils de l'architecte que se fera sans doute aussi la recherche. Pas seulement, sans doute. Jean-Philippe Garric, vous allez sans doute nous donner d'autres éléments de votre œil de chercheur accompli. Bien, moi je vais parler en fait du doctorat parce qu'on a parlé de la recherche et je crois que sur la question de la recherche, au fond, bon, les interventions ici étaient
très convaincante, et je crois que de toutes les manières, quand on fait un peu d'histoire de l'architecture, on n'a pas besoin même de ça pour être convaincu du fait que la recherche en architecture a existé. On a cité tout à l'heure Viollet-le-Duc et le nombre d'ouvrages qu'il a produits. Moi qui travaille sur le début du 19e siècle, je vois bien quel travail de recherche graphique, patiente, portant sur les objets anciens pour les transcrire dans des projets nouveaux, etc. Quel travail de recherche est à l'origine de l'enseignement de l'architecture, de la pratique du projet architectural depuis très longtemps. Donc au fond, en particulier dans cette maison, la question de la recherche, c'est un acquis. Personne ne contestera la qualité d'une recherche qui est réalisée par les différents organismes gravitant autour des monuments historiques ou par à l'intérieur de l'école de Chaillot elle-même. À mon sens, la question, c'est celle du doctorat, véritablement, qui est un choix. Un choix probablement à faire collectivement pour la communauté du patrimoine, des architectes en chef des monuments historiques, des architectes du patrimoine. C'est un choix qui, à la fois, évidemment, comme tout choix, présente des difficultés et un certain nombre de perspectives positives, et qui engage parce que décider de se doter dans une branche d'activité, dans un domaine culturel, intellectuel, d'un doctorat, c'est quelque chose qui transforme un peu les choses. Et au fond, les écoles d'architecture, les gens qui s'occupent du doctorat en architecture, je ne crois pas qu'Yanis me contredira, ont plus d'expérience à rapporter sur les difficultés que cela représente de faire passer un monde dans lequel il n'y a pas le doctorat vers le doctorat que de leçons à donner en la matière, tant il est vrai qu'on est encore au milieu du gué et qu'on affronte encore tous les jours des difficultés qui sont liées à cette mutation. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un doctorat ? En règle générale, on fait un doctorat, à mon sens, pour deux raisons. La première, c'est pour se former par la recherche. Et là, à titre personnel, pour avoir été un late beginner dans le domaine de la recherche, lorsque j'ai entrepris presque 10 ans après mon diplôme ma thèse sous la direction de Françoise Choé, je peux dire que je le faisais, et bien entendu pour des raisons d'objectifs professionnels, mais que ça a été pour moi formateur, et je ne pense pas que ce travail était seulement l'acquisition d'un titre. Je pense que ce travail m'a préparé mieux à réfléchir sur l'architecture, à écrire sur l'architecture et à encadrer aussi des travaux de recherche. Donc on fait donc une thèse, on fait un doctorat pour cela, et on fait un doctorat pour acquérir un titre. Et donc je pense que le choix qui peut être fait à Chaillot d'avoir un doctorat, il est double. Il consiste à dire, bon, au fond, on fait de la recherche, mais le fait de s'obliger au format du doctorat est quelque chose qui nous permettra de donner à cette recherche plus de visibilité, plus de pérennité, de l'installer dans une sédimentation mieux organisée, peut-être des travaux, etc. Et puis, d'autre part, il permettra à des architectes sortis de chez nous d'avoir le titre de docteur et éventuellement l'habilitation à diriger des recherches. Alors, ce deuxième point n'est pas du tout un point annexe. À mon sens, c'est un point qui est très important. Le premier, je ne vais pas le développer, je pense qu'il peut se comprendre, mais ce second point de l'importance du titre, je crois, est vraiment à prendre en compte au niveau international aujourd'hui, puisque le passage au LMD, c'est l'alignement sur un système international. Bon, cet alignement sur un système international, on peut en débattre, mais enfin, il est bien vrai que notre activité est toujours plus internationale. Et l'activité de l'école de Chaillot, des personnes qui en seront issues, sera de moins en moins strictement hexagonale, même si ça fait un moment qu'elle ne l'est plus strictement hexagonale, elle le sera de moins en moins. Or, dans ce contexte international, eh bien, logiquement, il faut des repères internationaux admis, et c'est vrai que le doctorat de recherche ou le PhD est le niveau normal auquel on échange en termes, disons, d'expertise, en termes d'approfondissement. On voit que, les problèmes que ça pose, par exemple, à des écoles de commerce comme HEC, de ne pas avoir le PhD pour faire rentrer les gens diplômés de chez eux à la Banque mondiale, par exemple, où on recrute au niveau PhD. Donc on a un standard international comme ça qui veut dire quelque chose, parce qu'au fond, quand on rencontre des homologues, eh bien c'est important qu'il n'y ait pas d'un seul coup quelqu'un qui arrive avec un niveau maîtrise,
c'est ça aujourd'hui le diplôme d'architecte diplômé d'État, c'est un niveau master, un niveau maîtrise au milieu de gens qui sont tous de niveau doctorat. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect des choses, même si ça peut paraître, comment dire, voir les choses un peu par le petit bout de la lorgnette, hein, mais je crois que c'est important. Plus important encore, je dirais, hein, on a insisté sur le fait que les travaux de recherche qui s'ouvraient à nous s'inscrivaient dans un contexte de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité. Alors, j'ai bien entendu, hein, j'ai bien en tête cette forme d'opposition entre l'idée d'un architecte capable de maîtriser un grand nombre de domaines et d'en faire la synthèse, qui est un idéal très ancien, hein, et qui a été, au fond, repris et défendu, parce que c'est aussi un idéal d'autorité professionnelle, mais on doit bien noter plusieurs choses. D'abord que même dans ce contexte d'un architecte qui connaît, au fond, tout ce qu'il a à connaître pour exercer son activité, une forme de spécialisation s'ébauche. Par exemple, ici, au sein de cette école, certaines personnes ont enseigné plus spécialement la construction, hein, comme Duval, Froidevaux. Bon, je ne dis pas que les autres architectes en chef des monuments historiques, au même moment, n'étaient pas capables d'enseigner aussi la construction, mais une forme de spécialité est quand même utile pour aboutir à un plus haut niveau, hein, de compétences pédagogiques, de compétences en recherche, même si cette spécialité s'inscrit dans un cadre de connaissances généralistes, hein, c'est-à-dire même si elle s'assoit sur des compétences généralistes. Alors, il se trouve qu'on est quand même dans un environnement qui a tendance à s'élargir et à se complexifier. Parce que, on l'a dit, les objets protégés au titre des monuments historiques sont toujours plus variés et plus nombreux, parce qu'aussi notre activité devient plus internationale. Pour toute une série de raisons, hein, il est certain qu'une expertise multiple est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire. Cette expertise multiple, à mon sens, ne doit pas être déracinée d'une connaissance généraliste suffisamment forte, suffisamment solide, pour pouvoir faire le lien entre tous les aspects. Mais il me semble que cette expertise multiple, elle peut être acquise dans un environnement comme celui du patrimoine, des monuments historiques et de l'école de Chaillot, grâce à des doctorats de recherche qui permettent à des individus qui disposent tous, au fond, d'un socle de connaissances et de pratiques communes, mais qui en même temps peuvent revendiquer chacun une spécialité plus approfondie. Je prends un exemple que tout le monde a en tête. Au fond, le corps des ponts et chaussées a bien été capable de produire Auguste Choisy. Or, à ce moment-là, évidemment, le système d'organisation n'était pas celui du doctorat au sens où on l'entend, mais quand même ce corps qui était vraiment tourné vers la pratique, était un corps de praticiens, a trouvé les moyens de financer l'un d'entre eux, et on connaît Auguste Choisy, mais évidemment il y en a d'autres, hein, comme Dartin, etc., mais il est le plus célèbre, financer quelques personnages comme ça pour leur permettre d'atteindre un niveau de production intellectuelle, un niveau de recherche, voilà, que tout un chacun ne pouvait pas atteindre dans sa pratique quotidienne d'inspecteur des monuments historiques, par exemple. Alors, je conclurai donc sur ce point en disant qu'au fond, cette dimension d'expertise multiple, on a évoqué le fait que l'architecte devait jouer un rôle, la fameuse image du chef d'orchestre, ou en tout cas celui qui est capable de fédérer, de réunir les interventions plurielles de différentes disciplines, de différents apports. Aujourd'hui, autour du patrimoine, autour de la restauration monumentale, beaucoup de personnes convergent. Des historiens, des philosophes, des juristes, des anthropologues, des ingénieurs, bien sûr, des constructeurs, etc. Si l'architecte veut pouvoir jouer dans le concert de ces disciplines, le rôle pilote, le rôle fédérateur qui lui revient et qui doit être le sien, il ne faut pas qu'il soit le seul à arriver avec un master autour de la table. Ça, c'est pas possible. Ça, je peux vous dire que dans les réunions où on travaille avec des gens qui viennent de l'anthropologie, qui viennent de l'histoire, d'autres disciplines comme ça, il y a toujours un moment, hein, où on dit, voilà, qui va être le porteur du projet? Qui c'est qui va être là en premier rang? Et c'est jamais celui qui a seulement un master, hein. C'est toujours celui qui est directeur de recherche, qui a une HDR, etc. Donc, je pense que pour jouer véritablement ce rôle, qui est important vis-à-vis de la société cette fois, hein, c'est-à-dire que l'architecte soit capable, à un moment donné, d'être le leader, d'être l'opérateur en premier rang d'un groupe qui réunit des ethnologues, des sociologues, des historiens, des ingénieurs, etc. Il faut que l'architecte puisse revendiquer, en tout cas ceux qui en ont l'appétence et ceux qui en ont la capacité, il faut qu'ils puissent atteindre, à mon avis,
ce niveau du doctorat et éventuellement de l'HDR. Je crois, il me semble, que c'est un objectif important. Merci beaucoup. Vous nous avez aussi rappelé au passage que la formation en licence, master, en tout cas la formation de l'enseignement supérieur, elle s'appuie sur la recherche, elle s'adosse à la recherche grâce aux enseignants qui ont pour ça la nécessité d'être au moins un docteur. Et je redis à nouveau combien cette idée pourrait servir l'école de Chaillot autant que les écoles d'architecture, ou tout au moins servir le lien qui pourrait unir les deux. Ce matin, plusieurs intervenants se sont un peu émus du niveau du prérequis en fait des architectes qui s'engagent dans le DSA de Chaillot. Eh bien, si grâce à un doctorat spécialisé sur, alors j'ai bien noté l'expression d'Isabelle, un doctorat d'architecture sur le patrimoine, c'est pas un doctorat patrimoine, c'est un peu, je pense que c'est le bon énoncé. Un doctorat d'architecture sur le patrimoine qui permettrait à des personnes donc l'ayant suivi d'aller enseigner dans le milieu de l'enseignement supérieur en architecture, eh bien, pourrait de cette façon irriguer les écoles, faire un peu monter le niveau des écoles et permettre que les jeunes architectes qui arrivent ici aient déjà une base suffisante en la question. Voilà, et peut-être que cela peut nourrir à terme l'idée que le corps des enseignants en architecture en France, comment dire, arrive petit à petit à se constituer en jouant un rôle sur l'ensemble de la géographie des écoles, au lieu de se constituer peut-être simplement école par école. Je vais passer la parole à Madame Xiaoyang pour lui demander de nous témoigner. De l'articulation entre la pratique et la recherche dans son université à Tongji. Bonjour à tous. Excusez-moi pour mon pauvre français, parce que maintenant je n'ai pas beaucoup de l'occasion de parler français, pratiquer le français. Juste peut-être 2 semaines par an, parler avec Benjamin Mouton, Alain Marinus, peut-être François Gède. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je fais mon point en anglais et en français, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup des fautes. Hein? Ok. Alors d'abord, je voudrais merci à Madame Mireille Goubert de m'inviter de participer à ce colloque. Je pense que c'est très important pour l'Université de Tongji aussi. Et puis, j'aime bien merci à Alain Marinus. C'est vous qui m'a amené dans l'école, à l'école de Chaillot. Parce qu'en ce moment-là, c'était de 1999. En ce moment-là, j'étais très jeune et je ne connais pas du tout l'école de Chaillot. Parce que en ce moment-là, peut-être, par exemple, le Harvard University, MIT, en France, peut-être Sorbonne, assez connu en Chine. Mais c'était quoi l'école de Chaillot? Je ne connais pas du tout. Mais quand je suis arrivée ici, et je suis la formation des AU, mais dans une toute petite salle, dans le palais, je pense que là-bas. Mais après, je trouve que c'était vraiment une grande fenêtre pour moi. Parce que je trouve que ce n'est pas seulement pour les restaurations, mais aussi il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire liées à la vie quotidienne. Et c'est pas seulement sur les restaurations, c'est toujours il y a sur les villes, sur les revitalisations des villes, etc., etc. Mais c'était les notions assez nouvelles pour la Chine des années 1990, parce qu'en ce moment-là, en Chine, c'était une période de démolition, juste comme la rénovation urbaine après le Second World War, après la guerre mondiale secondaire.
oui, 1960, etc. Bon, c'est pour ça que je pense que c'était très, très bonne expérience pour moi. C'était inoubliable. Bon, c'est pour ça que d'abord, je voudrais vous remercier, École de Chaillot. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que je trouve École de Chaillot de plus en plus internationale, de plus en plus vivant. Pour moi, je suis très contente parce qu'on a beaucoup de travail avec Benjamin Mouton, avec Alain Vernet sur les ateliers croisés. On a fait, cette année, 3e atelier croisé. Et c'est aussi les échanges assez riches pour nous, pour les professeurs chinois et pour les élèves chinois aussi. Donc, je pense que j'espère, on peut continuer la coopération. Ok, et après, je commençais de ma présentation. Et d'abord, je voudrais présenter mon titre. C'est pas seulement pour représenter moi, c'est justement pour expliquer l'organisation de l'université de Tongji. Et je suis le professeur de College of Architecture and Urban Planning, CAUP Tongji University. C'est une faculté d'enseignement. Voilà. Et puis, on donnait les cours sur architecture, urbanisme et paysage. On a 3 départements dans cette faculté. Et aussi, je suis la recherche dans le Centre national de recherche sur les villes historiques. Ça, c'est un centre de recherche. On a beaucoup de recherches par la demande de gouvernement central et aussi par la demande des villes, villes historiques et culturelles. Et aussi, je suis le directeur de Urban Rural Heritage Conservation Studio of Shanghai Tongji Urban Planning and Design Institute. Ça c'est un institut du projet. C'est-à-dire, il y a 3 pôles. Il y a 3 pôles qu'on travaille ensemble. Ça, c'est les avantages de l'université de Tongji. C'est-à-dire, on travaille sur le terrain et puis on fait recherche pour la réalité et puis on donne les cours pour les étudiants. Pour expliquer qu'est-ce que la réalité, non seulement sur la théorie, mais aussi la réalité, etc. Ça, c'est l'organisation de CAUP, the College of Architecture and Urban Planning. Et il y a 3 départements, l'architecture, urbanisme et paysage. Et aussi, on a le programme de master. Non, c'est pas master, c'est la licence. Je notais ici, c'est Bac plus 5. Ça, c'est les licences. Et aussi, Bac plus 7, c'est master. Et Bac plus 11, c'est docteur. C'est-à-dire, on a 3 architectures, 3 urbanisme et paysage. Et dans notre domaine, on a le programme spécialisé sur le patrimoine architectural. Et ici, dans ce département, on a le programme spécialisé sur le patrimoine urbain. Et ici, c'est sur le patrimoine paysager. Mais tous les masters, docteurs, ils peuvent prendre les cours communs. C'est-à-dire, c'est tous les cours pour le master, docteur, etc., c'est ouvert pour tous les élèves. Et quand le docteur, ils vont choisir les sujets et je fais analyse pour tous les papiers, les thèses de docteur dans notre domaine du patrimoine. C'est-à-dire, il y a trois parties. Le premier, c'est plutôt sur les caractéristiques et l'histoire du patrimoine. Le deuxième, c'est plutôt sur les théories. Et le troisième et la plus grande partie, c'est sur les pratiques
Heritage Conservation Practice. Et dans ce partie-là, il y a encore trois sous-parties. Il y a des parties sur la stratégie, sur le design et sur la technique. Voilà, ça c'est le nombre des thèses. C'est le plus comment dire, la majorité, c'est sur les pratiques. C'est-à-dire, à l'université de Tongji, notre thèse de doctorat, c'est pas seulement sur la théorie. La théorie, c'est justement deux. Hein, c'est plutôt les pratiques. Voilà, ici, c'est les trois parties. La majorité, c'est la pratique. Et le deuxième, c'est sur les caractéristiques et histoire. Et puis le troisième, c'est sur les théories. Voilà, ça c'est les trois parties sur la pratique. Et justement donner certains exemples de la thèse de doctorat. Le type 1, c'est sur la caractéristique et l'histoire du patrimoine. Par exemple, la thèse de doctorat de Xu Yihong, son professeur qui s'appelle Chang Qing, il est le directeur de l'école d'architecture. Son titre, c'est The Origin and the Development of Art Deco, The Relations of the Modern Architecture from 1920s to 1930s between China and the Western countries and its urban anthropology analysis. Parce qu'à Shanghai, il y a beaucoup de bâtiments avec le style Art Deco, mais il voudrait, analyser les différences ou les évolutions des Art Deco de Shanghai. C'est-à-dire que ça, c'est les différences entre Art Deco, les bâtiments Art Deco de Shanghai et les Western countries. Ça c'est, je pense que le premier type. Et le deuxième type, c'est sur le Heritage Conservation Theory. Par exemple, Ying Zhen, son professeur, et mon professeur aussi, professeur Ran San, et son titre, c'est plutôt théorique, Economic Analysis of Urban Historical Cultural Heritage. Ça, c'est assez nouveau en Chine aussi. Et dans le troisième type, c'est sur la Heritage Conservation Practice. La première sous-partie, c'est plutôt sur la stratégie. Et je donne l'exemple de mon thèse, mon professeur Ran San et Alain Marinos. Je fais les analyses, fais études sur le road of revitalisation, Urban Heritage Conservation and Development in China. Et je introduire la notion de revitalisation en Chine. Ça, c'est une notion assez nouvelle en ce moment-là. Mais grâce à cette recherche, je comparais les deux systèmes, le système chinois et le système français. Et c'est comme ça qu'on nous permet de comprendre, de bien comprendre comment améliorer notre système. Et grâce à cette analyse, le système chinois bien avancé, à partir entre 2003 et maintenant, c'était beaucoup avancé. On a établi le système des lois, le système de la gestion du patrimoine. On a inscrit beaucoup d'expériences de plans de secteur sauvegardé de France. On a bien appliqué, dans le plan de conservation des quartiers historiques de Shanghai. Oui, on a créé la gestion du patrimoine à Shanghai aussi. C'est-à-dire, on a beaucoup pris de l'expérience française. Bon, ça, je pense que c'est très, très important pour l'établissement des systèmes chinois. Mais quand je fais ça, Monsieur Alain Marinos insistait que l'expérience française, on ne peut pas copier l'expérience française. Je pense que c'est une phrase très, très importante. C'est pour ça qu'on a, après l'analyse, on a adapté l'expérience et établir
notre système. Hein. C'est avec les cases techniques chinoises. Ça, c'est très, très important. Et aussi, il y a un deuxième sous-type, c'est Heritage Conservation Practice about Design. Par exemple, Liu Hao, Ruan Yinsan, ils sont professeurs aussi. Son analyse, c'est plutôt sur la conservation plan of Suzhou Historic Urban Area Townscape. Ça, c'est plutôt sur le design, le physique. Et la dernière sous-partie, c'est plutôt sur la technique. Par exemple, les élèves qui s'appellent Lin Yun, son professeur est Zheng Shiling. Je pense que Zheng Shiling aussi est membre de l'Académie française. Son titre, c'est sur les recherches en historical building, restoration technical methodology, the practice of Shanghai historical building restoration. C'est-à-dire, il a analysé tous les le chantier de restauration, et pour savoir le bon et le mauvais. Voilà. Bon, et pour moi, je pense que, et pour l'université de Tongji aussi, je pense que c'est pas seulement la pratique, c'est pas seulement faire le projet, donner les cours sur le design, donner les cours sur le projet. Il faut faire analyse. Si on justement pratique, c'est-à-dire on a justement refaire le même chose. Et si on fait analyse, après un certain nombre de pratiques, et peut-être on peut avoir l'autre pratique. Mais cette pratique, ce n'est pas la même que le premier. Bon, ça c'est pour nous, chez nous, c'est très important, la recherche, entre le lien étroit entre la recherche et la pratique. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler donc maintenant avec Stéphane Garnero, qui a la particularité d'avoir d'abord obtenu un diplôme de docteur en restauration avant d'obtenir le DSA de Chaillot. Voilà, je pense que son point de vue particulier, qui ne s'arrête pas bien sûr à cette expérience, mais qui est aussi ponctué de ses responsabilités d'enseignant, va sans doute nous révéler d'autres réflexions. Merci. Alors bonjour à tous. Alors je suis très content, bien entendu, de pouvoir fêter avec vous les 125 ans de l'école de Chaillot, et j'espère d'être utile à votre discussion. Mon discours sera organisé autour de deux aspects complémentaires qui caractérisent la culture des architectes du patrimoine. D'une part, la recherche et les doctrines, et d'une autre part, le métier et les savoir-faire. Je crois que les organisateurs du colloque m'ont appelé à cette table ronde justement parce que mes parcours formatifs et professionnels peuvent préfigurer ce que serait un doctorat d'architecture appliqué au patrimoine. Il s'agit d'une formation qui se déroule à la limite de différentes disciplines, qui est plutôt éclectique et qui représente, selon moi, d'une certaine manière, la complexité même du métier de l'architecte. La recherche et les doctrines, elles ont eu pour moi une importance fondamentale pour comprendre ce qu'est notre métier, du point de vue opérationnel surtout. J'ai eu l'honneur d'être diplômé à Chaillot justement en 2005, mais comme beaucoup d'étudiants de cette école, je n'étais plus tout jeune et j'avais déjà eu pas mal d'expérience dans les années précédentes. Presque 10 ans auparavant, j'avais été diplômé de l'école polytechnique de Turin, puis j'avais fait un doctorat, toujours à Turin, en restauration, et j'avais soutenu une thèse sur la restauration en France. Voilà pourquoi j'ai connu l'école de Chaillot, entre les deux guerres. Et j'enseignais aussi comme professeur à contrat dans les cours de restauration de mon école à Turin. Selon Cesare Brandi, la restauration est un problème culturel plus qu'un problème technique. Pour qu'une restauration soit correcte, il ne suffit pas de savoir restaurer techniquement un bâtiment et ses surfaces. Il faut avant tout s'interroger
sur les significations que cette restauration peut avoir et sur les formes à donner aux interventions à travers une ample connaissance de l'histoire de l'architecture, de l'art, des techniques, des utilisations, mais plus en général aussi des doctrines. Donc l'architecte devra pour cela se confronter avec les archéologues, les historiens, étudier les textes des théoriciens du passé, de Viollet-le-Duc à Ruskin, Dvorak, etc., Boito, Giovannoni, et les chartes rédigées au cours de réunions internationales, Athènes, Venise, etc. François Choët a traduit et publié beaucoup de ces documents en les rendant accessibles. D'autres encore devraient être traduits en français et étudiés. Il s'agit là de textes théoriques qui s'interrogent sur les raisons profondes, sur les limites de notre discipline, sur, comme dit Choët, les conflits de valeurs qu'il nous faut à chaque intervention affronter. Il développe les thèmes sur lesquels les restaurateurs discutent depuis Viollet-le-Duc, à savoir la transformation et la conservation de la matière, l'utilisation de techniques traditionnelles ou de techniques modernes, le caractère distinguable des interventions, la réversibilité des ajouts. Giovanni Carbonara invite dans ce sens l'architecte restaurateur à une grande responsabilité, étant donné son incontestable implication dans les choix du projet, qui sera d'autant plus correct s'il sera orienté par de rigoureuses bases méthodologiques. Donc les recherches des étudiants de Chaillot dans ces champs pourraient selon moi entreprendre des études appliquées sur les positions des différentes écoles nationales en Europe ou dans le monde, considérer les points de vue des acteurs principaux, étudier les résultats concrets des doctrines en analysant les travaux de certains architectes, de certaines périodes ou de certaines régions. Mais s'interroger sur les doctrines ne veut pas dire méconnaître le métier, la maîtrise d'œuvre aussi et les savoir-faire. Mon professeur, architecte et historien, M. Roberto Gabetti, disait qu'un architecte est comme un chanteur. Il ne lui suffit pas d'étudier la musique et de garder son art pour lui-même, mais il doit pouvoir l'appliquer. Et il soulignait l'importance sociale d'un tel engagement. L'architecte intellectuel, tel qu'il l'appelait, et je dirais d'autant plus l'architecte du patrimoine intellectuel, doit savoir, grâce à son travail, mettre en pratique son métier, en construisant, en apprenant sur les chantiers. Voilà pourquoi j'ai travaillé tout jeune dans l'agence d'un de mes professeurs, pour ensuite ouvrir ma propre agence et enfin aujourd'hui m'occuper de travaux en tant que fonctionnaire d'une surintendance italienne, les ABF français, italiens. Voilà ce que l'école de Chaillot m'a appris et apprend aujourd'hui encore à ses élèves. Le projet devient une intervention sur la matière qui doit être réalisée par des architectes spécialisés. Il faut, pour pouvoir intervenir sans endommager les délicats équilibres des monuments historiques, trouver des professionnels capables de se mettre à l'écoute des édifices pour que, comme disait Gino Chierici, lentement, le grand muet s'émue et commence à se confier. Le monument devient alors, comme dit Benjamin Mouton, un carrefour des savoir-faire, qui sont fondamentaux pour assurer la conservation des bâtiments anciens et qui doivent eux-mêmes être préservés grâce à leur transmission entre générations. Il s'agit d'un travail secret, modeste et effacé qui résout en silence les plus acrobatiques difficultés. Paolo Torsello nous invite lui aussi, grâce au savoir-faire, à prendre soin de notre patrimoine, au travers de rigoureuses études et connaissances et d'un travail patient et passionné en même temps, qui oriente les choix du projet dans le sens de la conservation. Donc les étudiants de Chaillot pourraient étudier avec de nombreux spécialistes et eux-mêmes se spécialiser sur des questions les plus diverses, des savoir-faire à la chimie en passant par la science des structures et des matériaux, sans naturellement oublier l'architecture contemporaine, qui, contrairement à ce que pensait Manfredo Tafuri, reste selon moi un aspect indissoluble de la restauration. Les édifices du Pasté, construits par des architectes, doivent, à chaque intervention, être interprétés dans leur complexité par des architectes réellement contemporains. Comme disait Paul Léon en 1920 aux élèves de Chaillot, nous ne prétendons point enfermer les architectes dans l'étude exclusive du passé. Il serait aussi vain de prétendre nous abstraire des conquêtes de la science moderne que de fermer les yeux aux lumières sans cesse projetées par les solutions du passé sur les recherches du présent. Il semble donc ne pas exister de raccourci dans la démarche du projet, tout comme dans la formation de l'architecte du patrimoine.
Werner Röchling parle de Gabetti en soulignant l'identité absolue entre le chercheur et l'architecte. Ceci fait partie de l'éthos de l'architecte, qui est co-responsable de la culture dans laquelle il opère. L'architecte a un devoir. Il doit entrer dans le monde délicat des choses complexes. Et sur la complexité du patrimoine, il me semble qu'il n'y ait pas de doute. La restauration, plus qu'une discipline scientifique, est un terrain pluridisciplinaire où de nombreux spécialistes discutent autour du même objet, qui doit être le centre des études de chacun. Donc les aspects doctrinaux et techniques, historiques et scientifiques se confondent et chaque architecte du patrimoine doit être en même temps chercheur et constructeur pour, comme dit François Choët, faire des choix dans une incertitude cruelle qui contraint le praticien à se remettre constamment en question. Merci. Merci beaucoup Stéphane Garnero. Nous arrivons à la fin de ces interventions de la table ronde et nous disposons d'un peu de temps pour quelques questions avec la salle. J'espère que tous ces intervenants ont pu vous montrer les voies de questions ou de projets pour la recherche à l'école de Chaillot, et j'espère, c'était en tout cas mon souhait en les questionnant, j'espère que cela montre combien ça peut être totalement fidèle à l'esprit de cette école et à son histoire. Donc nous prenons maintenant des questions. Alors, Monsieur Mouton, puisque vous avez le micro, je vous propose. Juste une réaction, parce que en réalité, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. L'architecte maître d'œuvre a une obligation de coordonner des intervenants sur un chantier. Donc il ne peut pas se spécialiser dans une partie du chantier. Il est obligé de prendre en compte la totalité de l'intervention. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Alors, est-ce qu'il peut être en même temps docteur, c'est-à-dire spécialisé dans quelque chose? Est-ce qu'au fond, l'architecte maître d'œuvre doit être compétent pour pouvoir être généraliste? Ou bien faut-il qu'il puisse s'élever au niveau du doctorat, qui évidemment, comme vous l'avez très justement dit, je vais faire une caricature, est le niveau de conversation entre gens sérieux. Je pense qu'au niveau européen, c'est absolument indispensable. Je pense qu'au niveau des hautes responsabilités qui nous entourent, c'est indispensable. Et je pense que de toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Alors, comment atteindre ce niveau? Je ferai un parallèle simplement avec le niveau du concours d'architecte en chef des monuments historiques, ou tout simplement, c'est presque le troisième cycle qui dure plus d'1 an de préparation au concours et qui débouche sur un travail personnel, sur un édifice. Évidemment, ce travail personnel est appuyé sur une recherche qui est appliquée à l'édifice, qui est strictement limitée à l'édifice, qui peut évidemment s'élargir au panorama des similitudes, du champ des comparaisons. Mais ils mettent à l'épreuve, en quelque sorte, en sachant parler avec tous ceux dont la compétence est nécessaire. Et ça, je pense que c'est par là que ça commence. Savoir parler avec tous ceux qui sont nécessaires pour aboutir à ce niveau de connaissance sur lequel, ensuite, la compétence peut être globalement engagée. Eh bien, je pense que ça, c'était une démonstration. Peut-être que ça peut être une piste pour la construction du doctorat de Chaillot. Et c'est là un petit peu comment je le sens, c'est-à-dire quelque chose d'appliqué, sur lequel il entraîne sa capacité à ouvrir des portes, à chercher des portes, à chercher des partenaires, mais aussi pouvoir le mettre en application, de sorte à pouvoir engager ensuite une responsabilité qui, concrètement, va donner le bénéfice au patrimoine. Voilà un petit peu comment j'imagine les choses. Merci. Isabelle voulait... Je voulais réagir un peu à chaud parce que je pense je suis d'accord avec ce que tu viens de dire globalement, mais il faudrait se garder d'opposer le travail de maîtrise d'œuvre et de terrain avec celui de la recherche. On peut parfaitement, dans sa carrière, avoir eu un temps pour la recherche, avoir développé une spécialité et être ensuite d'autant plus légitime dans la coordination qu'en étant spécialiste dans un domaine, il peut écouter les autres spécialistes et parfaitement les coordonner. Je dirais que la spécialisation ne rentre pas du tout, me semble pas rentrer en opposition avec la coordination nécessaire à un chantier. Merci. Un autre... Oui, juste, dire que oui, juste à mon sens, c'est pas, enfin, je comprends pas ça comme une opposition, mais comme une distinction. Je pense qu'effectivement, dans la pratique
quotidienne d'une activité intellectuelle, et au fond celle d'architecte restaurateur est une activité intellectuelle, même si elle est aussi une activité pratique. Il y a une part de recherche, mais faire la distinction avec, disons, la production d'une thèse, dont effectivement la thèse de restauration des architectes des monuments historiques pourrait être un assez bon modèle, je pense que la distinction est importante, mais je pense que ça veut pas dire l'opposition. Et en tout cas, sur ce point, je pense que le modèle effectivement de la thèse de restauration des monuments historiques pourrait servir tout à fait de modèle à un doctorat. Je ferai une remarque qui pour l'instant nous mène peut-être un petit peu loin par rapport à aujourd'hui, mais je pense que ça suppose une chose, c'est l'historicisation des pratiques de restauration. C'est-à-dire que ça suppose que quelqu'un puisse dire aujourd'hui, voilà, j'aborde cette question de cette façon, mais mon prédécesseur, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, l'aurait abordé un peu différemment, et qu'on construit cette historicisation, ce qui serait à mon sens un gain, mais ce qui est aussi une difficulté probablement. Je pense que ce que vous venez de dire est très intéressant, parce que c'est au cœur des débats, en fait, sur le doctorat, y compris le doctorat en architecture. Si on prend comme modèle, je dirais, le doctorat de l'université, ce serait une erreur. Et il faudrait peut-être se battre pour affirmer un doctorat qui a sa spécificité, qui serait celle-là, mais qui pourrait aussi, on pourrait débattre énormément sur ce dont je trouve un peu restrictif, c'est pas seulement ça, je pense. Mais par contre, la reconnaissance institutionnelle d'un doctorat spécifique, c'est quelque chose, c'est une bataille. C'est une bataille, et il faut être conscient que en face, nous avons le doctorat dont l'université est détentrice du titre, et que c'est très difficile d'aller contre ça. Il faut se battre contre cela. Par ailleurs, je reviens quand même à ce que je dis, il faut arriver donc à définir l'objet, à fabriquer l'objet et le défendre. Merci. Nous revenons à des questions dans la salle. J'avais vu France Poulain et Lorenzo Diez et Monsieur Anbert. Et puis, je pense qu'ensuite nous dirons. Alors, France Poulain, vous avez un micro ? Oui, un micro, merci. Oui, juste une toute petite réaction et une question pour Samion. La première réaction, c'est qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe Garric sur la question de, justement, être architecte, c'est simplement avoir un master. Enfin, quand on a vu le PowerPoint de Chanyang, il y avait juste une erreur, si je peux me permettre, c'est qu'en France, le master, c'est bien 5 ans. Donc, dans le PowerPoint, vous avez un niveau au-dessus, qui est en 11 ans, voilà. Ce qui est quand même très intéressant, parce qu'effectivement, il faut être très clair qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait de se battre pour atteindre le doctorat universitaire. Moi, je suis allée à la fac pour faire le doctorat. C'est qu'à un moment donné, effectivement, on est architecte et on prend un temps pour la recherche. Quelle que soit la discipline, d'ailleurs, dans laquelle on va faire cette recherche-là, du moment, effectivement, on parlait des disciplines croisées. Alors, le débat éternel, qu'est-ce que l'architecture, qu'est-ce que le patrimoine, qu'est-ce que l'urbanisme, je veux dire, c'est des sujets assez complexes. Mais je trouve que là, on avait une pensée quand même qui était très claire sur le fait qu'aller vers un doctorat en architecture, et notamment le fait que Chaillot était qu'à sans doute une marche, en fait. Vraiment, il n'y a pas grand-chose pour y arriver. Parce qu'on parlait de temps long, temps court. Effectivement, le DESA, c'est 2 ans. 3 ans, ce sera un doctorat. Donc, bon, c'est une piste que non, mais c'est une petite piste. Mais par contre, la question, c'est pour Chanyang. Je suis désolée de mal prononcer votre nom. Vous avez à peu près 50 étudiants, c'est ça, en thèse, dans le tableau où il y avait le nombre d'étudiants qui faisaient des thèses. Je voulais savoir combien il y avait d'étudiants au total, en fait. Et vous voyez quel ratio, en fait, était la différence entre ceux qui faisaient une thèse et ceux qui commençaient l'architecture. Par exemple, chaque année, on est à peu près 300 étudiants. 100 étudiants dans l'école d'archi et dans chaque département.
c'est-à-dire ça fait 300 en total. Et à la fin, comme on dit, dans 5e année, maintenant on est en train de faire une réforme, c'est-à-dire à peu près 60% des élèves de l'université de Tongji peuvent entrer le programme master sans examen. Ça, c'est pour la garantie, la qualité des élèves. Et les autres 40%, c'est ouvert pour les autres universités. Voilà, ça, c'est pour le programme master. Mais pour les programmes docteurs, c'est à peu près 20%. 20%. C'est-à-dire, la majorité, ils ne vont pas continuer de faire la recherche. Ils voudraient travailler, pratiquer. Voilà. Alors, oui, j'entends Yanis qui dit on n'est pas obligé de faire un doctorat en architecture, ça n'est même pas souhaitable de considérer qu'il faille élever ces proportions de façon énorme. Il faut simplement que cette voie existe pour nourrir l'enseignement et la recherche. L'initiation à la recherche, faire l'initiation à la recherche dès le début, c'est non pas une obligation, mais je dirais, vous avez parlé d'architecte intellectuel, on ne devient pas intellectuel en fin d'études. Donc la question de la recherche qui est une posture, je dirais, pour former des architectes. Mais personne n'est obligé de faire un doctorat en architecture. Et là, ce serait même un danger de banaliser le doctorat. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Yanis. Alors, Lorenzo Diaz et Jean-Louis Anbert. Oui, juste en lien avec ce que dit Yanis, je rappelle que dans les missions des écoles d'architecture, il y en a une qui s'appelle l'initiation à la recherche par la recherche, et que je crois que là, il y a une voie très importante que beaucoup d'écoles ont saisie pour justement mettre l'ensemble des étudiants dans des pratiques de recherche qui, derrière, se dérouleront en pratiques réflexives de leur métier. Le minimum qu'ils puissent retenir de cette première approche de la recherche, c'est derrière de traiter leur pratique professionnelle avec un regard réflexif. Même derrière, on pourrait imaginer, c'est ce qui fait qu'un architecte traite des projets et pas des affaires. Et qu'à chaque fois, il remet tout. Voilà, sinon... J'ajouterais que c'est aussi ce qui fait que les architectes apprennent à bien écrire. Voilà, c'est constaté dans les écoles. Voilà, c'est ce qui fait que le modèle économique de l'architecte n'est pas viable. Enfin voilà. Mais moi, je suis très, très séduit par ce que nous a présenté Xiaoyang et l'expérience chinoise, parce que d'une part, elle parle de recherche pratique et de recherche théorique, chose qu'on n'aborde peut-être pas suffisamment, je trouve, ici en France. Et en plus, j'ai le sentiment que vous articulez à ça une sorte d'institut de recherche appliquée qui vous permet de développer des recherches appliquées pour le compte de partenaires extérieurs, j'imagine, alors dans le domaine du monument comme dans le domaine des villes. Alors ça me paraît être aussi une piste intéressante à creuser pour Chaillot, notamment par exemple dans le domaine que je traite ici, qui est la question des villes et territoires, où chaque année on analyse, on étudie avec les étudiants de la promotion plus de 22 villes françaises et en partie sur les pays limitrophes. Et les étudiants qui choisissent l'option ville et territoire ont l'occasion de travailler pendant 3 semestres sur la même ville. Donc ils s'engagent déjà petit à petit au cours de ces 3 semestres sur l'équivalent de ce que peut être la thèse qu'on évoquait tout à l'heure sur le monument. On a bien quelque part ici une sorte de parallélisme sur la ville. Donc je crois, enfin, ce que je retiens surtout là-dedans, c'est que Chaillot a la capacité de faire dans les 2 domaines, aussi bien sur le monument que sur la ville, et qu'il aurait, si on réfléchit bien au modèle, peut-être la possibilité de s'inspirer de votre institut de l'architecture et de l'urbanisme pour mener, avec des partenaires extérieurs, des recherches appliquées. Merci. Nous allons prendre la question de M. Anbert. Oui, merci. Jean-Louis Anbert, ancien président, architecte du patrimoine, et ancien président de l'Association des architectes du patrimoine, car il existe, vous ne le savez peut-être pas, une association des anciens élèves qui travaille aussi étroitement que possible avec l'école de Chaillot.
J'ai plusieurs questions que je voudrais poser. D'abord, sur le doctorat, on a à peu près répondu à ma question. Je crois que nous sommes tout à fait d'accord depuis bien des années sur la nécessité du doctorat. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment faire avancer le dossier. Il y a déjà longtemps que nous y réfléchissons. Deuxième question, le statut des auditeurs libres dans le cours de Chaillot. Je reviens un petit peu à la séance de ce matin. Quand j'étais élève dans cette maison, il y avait des auditeurs libres. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant et je voudrais en être informé. Troisième question, voyez-vous, je suis très curieux. Bravo pour l'ouverture sur l'international. C'est évidemment indispensable, un grand progrès, ça marche bien, ça marche depuis 2 ans. Je voudrais remercier la directrice de l'école qui ne m'écoute pas, mais ça ne fait rien, elle le sait, de ce travail absolument remarquable. Par contre, il reste encore quelque chose qui n'est peut-être pas, qui reste encore à faire, on en a parlé aussi, c'est la pluridisciplinarité avec des ingénieurs, des archéologues, des spécialistes de différentes... Je dois dire que dans ma carrière d'architecte des bâtiments de France, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler avec mes amis archéologues. Je leur ai toujours posé des questions sur leurs travaux, j'ai toujours essayé de les amener à s'intéresser à mes travaux. On a l'impression de parler 2 langages différents. Donc il nous reste ce problème à résoudre. Oui, enfin, il n'y a pas de recette. Hein. Mais enfin, par contre, quand même, ce que on constate, c'est que les débats sur le doctorat en architecture, ils sont anciens, bien entendu, hein, sont concrétisés quand même par des choses pratiques qui ont permis effectivement à des gens de soutenir des DEA puis des doctorats au début des années 90. Donc là, Yanis Siomis était un des agents principaux de ce mouvement. Depuis ce moment-là, il y a toujours eu des discussions sur l'opportunité, sur la méthode, etc. Ce qui a porté en avant le doctorat en architecture, c'est les gens qui se sont engagés pratiquement dans la production de docteurs. Hein. Et donc là, il me semble que dans tous les cas de figure, si vous souhaitez le faire, si vous souhaitez véritablement que ça se mette en place, il faut commencer, y compris en s'appuyant sur des systèmes institutionnels qui, pour l'instant, sont peut-être pas l'idéal. Lorsque Yanis Siomis, donc je fais son apologie, vous voyez, à côté de moi, Jean-Louis Cohen et autres ont monté le DEA en architecture à l'école de Paris-Belleville, que moi j'ai fait par ailleurs, donc je connais bien cette affaire. C'était un accord avec l'Institut français d'urbanisme, c'était pas l'idéal. On n'a pas attendu d'avoir tout dans les écoles d'architecture pour le commencer. Alors je pense que là, au fond, les moyens de commencer à inscrire par un accord, par une association comme ça, la possibilité de commencer des travaux hein, avec des étudiants qui souhaitent le faire, je pense qu'elle existe au fond et qu'il faut aller de l'avant sans forcément attendre que tous les cadres institutionnels soient donnés. C'est la seule chose que je pourrais dire, il me semble. Et puis, je dirais que par rapport à ce que disait Jean-Philippe, on était des militants. Hein. Avant d'être des docteurs, on était, je crois, des militants. Et je le dis très sincèrement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. S'il n'y a pas ce désir d'affirmer une formation de 3e cycle de doctorat, et je le répète, pas pour tout le monde, mais quand même, on pourrait avoir des accords institutionnels, mais qui n'aboutiraient pas vraiment à créer des docteurs. Pourquoi? Parce que, au fond, l'université, en histoire de l'art par exemple, hein, l'université sait parfaitement ce que c'est former des docteurs en histoire de l'art. Voilà. Donc, on ne va pas concurrencer l'université dans les domaines dans lesquels elle excelle. C'est pour ça que je reviens pour la 3e fois. Quel type de doctorat avec S? Parce qu'il peut avoir 2, 3 types de doctorats possibles, de formation, c'est-à-dire possibles. Et nous voulons, enfin vous voulez. Je pense que c'est très important et ça demande du temps pour y réfléchir.
Merci. Alors, nous avons encore 2 questions à traiter de celle de Jean-Louis Anbert. Je vais prendre tout de suite, pour répondre à la question de la pluridisciplinarité et de la relation avec les archéologues, je verrais bien peut-être Stéphane Garnero, peut-être juste témoigner de comment il voit, lui, dans son exercice, la présence de l'archéologue ou du sujet archéologie. Les études des archéologues ne sont... C'est vrai que c'est un discours qui peut être... divisé, mais l'effort que justement, surtout les architectes italiens, c'est vrai, la formation des architectes italiens, peut-être déjà depuis le premier cycle, est plutôt liée entre architecture et justement histoire, archéologie. Ça, je crois que c'est une qualité peut-être que les Italiens, dans leur formation, ont déjà eue. Et donc, en devant affronter des questions, il n'y a pas nécessairement des points de vue aussi différents. C'est vrai que aussi, comme disait M. Mouton, la responsabilité reste de l'architecte. Donc, à la fin, je crois que justement, avoir une formation en tant qu'architecte qui est capable de parler avec les archéologues, de les faire parler aussi, est une responsabilité. Mais à la fin, c'est lui-même qui doit prendre ses responsabilités et donc choisir. Bien entendu, il faut savoir choisir. Ça, c'est la question la plus difficile. Et puis, je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que les différends que vous avez eus avec les archéologues étaient pour des raisons corporatistes ou est-ce que c'était pour des raisons épistémologiques? Et c'est très important parce que c'est ça que j'ai vécu à Athènes. Je vous propose que Jean-Louis vous raconte à la fin de la séance. On va prendre une dernière question. Je vois une main qui se lève. Alors, la dernière question est Adam Yedi. Ce n'est pas une question, c'est juste un très très rapide commentaire. J'ai beaucoup apprécié les 2 interventions d'ailleurs de Stéphane Garnero. Et quand vous dites que la restauration est avant tout un acte culturel, avant d'être un acte technique, et je crois que c'est vérifié tous les jours. Et un architecte en chef remarquable d'ailleurs me disait « Moi je ne fais pas un travail créatif ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans des choix même de nuances les plus infimes, c'est un acte créatif à part entière et qu'à la fin, comme vous le disiez, d'ailleurs, il y a un problème de choix et qui nécessite, à mon avis, un sérieux bagage culturel et une capacité d'appréciation. Appelons-le créatif ou pas, en tout cas, c'est une question fondamentale. C'est une question extrêmement intéressante qui renvoie aussi à un autre vocabulaire que celui de la création, qui est celui de la compétence conception. En école d'architecture, on a coutume de dire que la compétence à acquérir prioritairement est la compétence en conception. Et je pense que ça demeure un champ de compétences de l'architecte, la conception architecturale urbaine, voire paysagère. Et je pense que quand on est à étudier à Chaillot, ça n'enlève rien de la nécessité d'exercer cette compétence en conception. C'est comme cela que j'ai tendance à le traduire. Nous allons clore cette table ronde. Nous n'avons plus du tout le temps. Mireille, ou tu nous laisses... Écoutez, il faut que nous ayons le temps pour la signature de l'ouvrage. Nous n'avons plus que 3/4 d'heure pour la signature de cet ouvrage. Moi, je veux bien prendre une dernière question. Alors, je crois que Frédéric Didier tenait beaucoup et je vous propose de l'entendre. Je voudrais juste, par rapport au doctorat, enfin en tout cas à la place de la recherche, dire une chose. Je ne voudrais pas qu'on oppose d'un côté l'architecture qui donne lieu à des monographies et de l'autre côté l'urbanisme qui donne lieu à d'autres monographies sur les villes et sur les monuments. Il y a des programmes de recherche qui sont absolument indispensables, où l'œil de l'architecte devrait se combiner avec celui de l'historien d'art. Moi, dans le domaine qui est le mien à Chaillot, c'est-à-dire les enduits mortiers que j'essaye d'inculquer aux étudiants, il y a tout à faire. J'ai développé une expérience qui est une expérience personnelle, c'est consternant, ça disparaît tous les jours, et je pense que là, ce sont des domaines thématiques pour reprendre des recherches qui, là, n'ont pas été du tout abouties, ni même entreprises, sauf parfois dans des critères chronologiques qui sont extrêmement fins. Par exemple, avec des archéologues, je travaille depuis des années avec Christian Sapin, sur le haut Moyen-Âge et sur le Moyen-Âge, mais il y a toute la période classique qui est un total oubli. Donc voilà, je voulais juste qu'on n'oublie pas ce domaine et comment faire pour valoriser cet élément. Et bien entendu, je souscris au fait que, et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message, on ne peut répondre en tant qu'architecte qu'à des questions qu'on se pose.
le pire des crimes, c'est celui du péché par ignorance. Et la plupart du temps, dans ce domaine en tout cas qui est le mien, je peux vous dire, j'en ai tous les jours des preuves, c'est qu'on détruit par ignorance, et avec une bonne foi absolument considérable, et que ce soit en France ou à l'étranger, car je travaille également à l'étranger, et je dois dire que c'est parfois assez surprenant. Je vous remercie. Oui, bonjour, Véronique Villano, professeure associée chargée des ateliers à l'école de Chaillot. Je voulais juste faire une toute petite intervention. Vous avez relevé 2 points importants. Le sujet, bien sûr, le sujet, l'objet d'étude, mais aussi le temps nécessaire. Et j'aimerais que notre tutelle se penche un petit peu sur la notion de temps. Le temps initial dans les écoles d'architecture, le temps à Chaillot, qui n'est pas forcément exactement le même que celui des DSA, puis le temps de la recherche. Des architectes qui sont prêts à faire ce parcours jusqu'au doctorat n'ont pas de temps à perdre. C'est-à-dire que s'ils savent, pour certains qui veulent déjà faire Chaillot, il faudrait que quand ils sont intéressés à faire ce type de formation, ils puissent déjà s'orienter vers une école qui va les mener vers la formation de Chaillot. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut s'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le DSA de Chaillot correspond à un plein temps de DSA plus un mi-temps de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'actuellement, ce sont des architectes qui travaillent 70-80 heures par semaine. Et je peux vous dire que quand on les encadre dans le cadre des ateliers de Chaillot, ils sont épuisés et ils n'ont pas forcément le temps et la disponibilité pour travailler sereinement de la recherche. Il faut arrêter de se leurrer et il faut se donner les moyens pour que les architectes du patrimoine puissent faire de la recherche dignement et correctement. La der des der. Mais c'était pour avancer concrètement sur le doctorat. Un truc tout simple, c'est qu'il faut qu'on inscrive dans les décrets d'application de la Cité la mission de recherche. Et voilà un sujet pour notre nouveau président. Il y a un mot sur la recherche dans les statuts sur la Cité. Juste un mot sur l'avancement du dossier, parce qu'il n'en est pas au point zéro. Et d'ailleurs, la table ronde d'aujourd'hui en témoigne, elle n'est pas née de rien. Effectivement, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur cette question. Les écoles d'architecture ont mis 20 ans à rentrer dans le domaine de la recherche et à mettre en place le doctorat. Nous avons 4 professeurs habilités à diriger les recherches parmi les enseignants à l'école de Chaillot. Oui, nous voulons aller vers une recherche qui soit en architecture et qui conduise, si elle conduit à un doctorat, elle conduira à un doctorat en architecture. Et j'ai beaucoup aimé la formule d'Isabelle Palot-Frossard d'architecture, doctorat d'architecture sur le patrimoine. Je crois que ça décrit exactement le champ que nous voulons embrasser. Et bien sûr, les thématiques iront des sciences humaines aux sciences de l'ingénieur. Et il y a là un champ absolument magnifique à occuper. Pour permettre à nos élèves, notamment de pouvoir enseigner dans les écoles d'architecture, comme Nathalie Mesureux l'a si bien dit. Je voudrais dire que, en ce qui concerne la réflexion théorique et la recherche sur les doctrines en matière de patrimoine et la philosophie, Françoise Choët nous manque. Et nous avons très très besoin de lui trouver des successeurs. Et puis, je voudrais dire que nous avons déjà engagé quelques pas. Nathalie Mesureux en a parlé tout à l'heure avec cette élève de l'école d'architecture de Lyon qui est parmi nous, qui est inscrit dans un doctorat et qui va postuler au DSA de l'année prochaine et qui sera un petit peu notre premier élève à, s'il est retenu, s'engager sur cette voie-là. Je voudrais dire aussi que l'école de Chaillot a été, il y a tout juste quelques jours, retenue avec un consortium par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de ce qui s'appelle l'ARP, c'est-à-dire les ateliers de recherche prospective pour un appel d'offres qui va conduire à définir pour l'Agence nationale de la recherche les futures orientations sur lesquelles seront lancés des appels d'offres dans le domaine du patrimoine. Donc effectivement, c'est par petits pas,
dans des directions diverses que nous avançons. Et en tout cas, des échanges comme ceux d'aujourd'hui nous permettent de rectifier le cap ou de voir plus clair dans ce que nous allons faire. Merci. Voilà, donc je crois que nous allons passer à l'étape ultérieure. Il te revient de présenter la suite, Mireille? Oui, volontiers. Alors, la suite, ce sont des élèves que j'appelle maintenant à la tribune et qui vont prononcer les conclusions de ce colloque, puisque pour chacune des tables rondes, 2 élèves, comme je vous le disais, ont été invités à produire une réaction, non pas un rapport, mais une réaction d'élèves en cours de formation, ce qu'on appelle parfois des réactions ou des conclusions d'étonnement. Et j'invite Camille Bretas, Alexandra San, Ghislaine Dufayet, Aurélie de Regnocourt, qui n'est pas là, mais qui a été présente pendant la table ronde numéro 2, Véronique Monsénégo et Axel Macardier, à me rejoindre sur la scène. Bonsoir à tous. Donc, je me présente Camille Bretas, architecte brésilienne. Je me permets donc de rajouter à la grande famille internationale de Chaillot les élèves qui sont en cours de formation à l'école. L'école de Chaillot accepte un certain nombre d'élèves étrangers chaque année. Nous sommes très reconnaissants. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que la première thématique était notamment la question de l'expertise et l'expertise pour la conservation du patrimoine en cours d'évolution. Bon, ça m'a attiré l'attention parce que l'expertise, elle est encore en cours d'évolution. Les patrimoines est encore en cours d'évolution. Je pense au classement de la ville de Rio de Janeiro au titre de paysage et patrimoine culturel par l'UNESCO en 2012. Donc, une nouvelle notion de patrimoine pour les Brésiliens. Ils ont tous fait la fête, évidemment, quand ça a été annoncé, mais sans pour autant avoir une pleine connaissance de ce que ça veut dire. Quelles seront les conséquences dans la vie, dans la ville, dans le paysage? Qu'est-ce que ça veut dire, le paysage culturel? C'est un paysage qui va prendre en compte les notions du site, notamment, l'inspiration de la ville, du paysage pour la composition de la musique. Voilà, donc toute une évolution qui est encore en cours, en fait. Donc les expertises, elles, sont aussi en cours d'évolution. Moi, je rebondirais sur le fait que l'architecte aussi a un rôle pédagogique. Ça m'a semblé très intéressant parce que bon, on se rend compte que, comme on l'a dit ce matin, qu'il y a une partie des monuments historiques qui appartiennent à la sphère publique et aussi au privé, mais qu'il y a toute une partie de ce qu'on dit patrimoine qui appartient aussi à tout à chacun, enfin à des petites gens, à des gens qui habitent des petites villes, qui se retrouvent classés soit dans des AVAP ou des PSMV, et auxquels on est confronté tous les jours. Et que ces gens-là, finalement, ils n'ont pas choisi d'être dans un PSMV ou dans une AVAP, et que quand on est architecte et qu'on fait ce genre d'études, tous les jours, on doit expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça va apporter, et essayer de leur expliquer que ce n'est pas seulement des contraintes. Voilà. Et ça, c'est le rôle pédagogique de l'architecte tous les jours quand on visite un immeuble, par exemple. C'est aussi le seul moyen pour eux, des fois, de rencontrer un architecte, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher l'architecte pour faire les travaux de menuiserie ou d'améliorer les performances énergétiques de leur bâtiment. Donc, c'est la première fois souvent qu'ils se retrouvent confrontés à un expert, et on est là aussi pour leur donner des conseils. C'est là que je rejoins le point de vue de M. Chatillon, qui dit qu'avant tout, un architecte du patrimoine, c'est un architecte qui est là pour enseigner les gens et leur donner les éléments pour choisir de bonnes voies. Les bonnes voies pour restaurer un bâti. Voilà. Et ce que je rajouterais enfin, c'est le rôle aussi de l'architecte du patrimoine. Je pense qu'il a un devoir de savoir aussi fabriquer des outils pédagogiques, parce qu'on se rend compte que
ici on est à Paris, mais quand on exerce en province et assez loin de la capitale, on est confronté à des petites communes, à des territoires ruraux qui n'ont pas toute cette connaissance. Et que quand les PLU sont visés par des gens de la DDT qui sont absolument pas formés à l'architecture et encore moins au patrimoine, c'est important de disposer d'outils d'information auprès de la population via les chartes architecturales ou paysagères. Enfin, dernier point, je pense que l'architecte du patrimoine est là aussi, toujours dans les provinces un peu éloignées, en soutien des ABF, parce qu'ils se retrouvent des fois un petit peu seuls en fait avec des grands territoires et c'est un peu une petite communauté qui se retrouve autour d'intérêts communs. Enfin, l'architecte du patrimoine, je pense qu'il est un peu là pour catalyser toutes les forces qui existent sur un territoire, à savoir les associations locales, effectivement, associations de sauvegarde, Maison Paysanne de France et autres. Et c'est intéressant de lier tous ces gens-là. Voilà. Bonjour, Guylaine Dufayet, je suis la formation, le DSA à l'école de Chaillot et je vais rebondir sur la table ronde, la seconde, sur les formations. J'étais avec une consoeur qui, elle, se forme, qui suit la formation des AUE. Nous avons été un petit peu étonnés d'entendre parler de l'école de Chaillot pour ces deux entités. En fait, dans notre pratique quotidienne d'étudiants, on a plutôt le sentiment que l'école de Chaillot, c'est le DSA et que la formation aux AUE ne fait pas forcément partie de l'école de Chaillot. Et finalement, on a découvert aujourd'hui que l'école de Chaillot, c'était ces deux formations. Voilà. Alors, il y a une méconnaissance quand même des étudiants entre ces deux formations. Ces deux formations sont très séparées et on n'a pas le sentiment de se connaître, ou en tout cas, on n'a rien en commun à pratiquer pendant nos années de formation ici, on ne se rencontre jamais. C'est ça qui nous a frappés en entendant parler de l'école de Chaillot ici. Et pourtant, nous venons d'une même culture, nous sommes tous architectes. Voilà, donc c'était une idée qu'on voulait soulever, qui nous a frappés, cette méconnaissance entre nous. Au niveau formation, on avait envie de soulever aussi cette idée que finalement c'est jamais assez. On s'aperçoit que on a envie de nous rajouter une pré-école de Chaillot, en tout cas pour le DSA, et aussi un poste école de Chaillot qui pourrait être le doctorat. Alors autant le doctorat nous paraît nécessaire et une bonne chose, rien que pour la dimension européenne et internationale. La formation pré-école de Chaillot nous interpelle un peu. On a le sentiment qu'on n'en finit plus des formations. Il y a un moment où il faut quand même passer au métier et sortir un peu des formations, même si on est très heureux d'être ici et on se régale tous les jours d'entendre les intervenants et praticiens, je dirais, d'excellence qui nous délivrent les cours. Il y a un moment, enfin moi en tout cas j'ai envie de dire, une préformation à l'école de Chaillot, il faut peut-être qu'on la trouve dans les écoles d'architecture. Moi j'ai été frappée en arrivant ici, enfin j'ai eu la grande satisfaction, enfin je dirais, de trouver à l'école de Chaillot ce que j'aurais aimé trouver dans les écoles d'architecture. Et j'aimerais qu'enfin, une bonne fois pour toutes, on arrête de se battre dans les pré-68 et les post-68 et qu'on arrive à former les architectes, en tout cas pour les 5 ans, avec une formation de base qui soit la même pour tous et qui est peut-être une partie de notre formation au DSA. Ça c'est possible, puisque visiblement nous n'arrivons pas tous avec le même niveau et certaines insuffisances.
Voilà, donc j'ai envie de dire, eh bien, je crois que c'était l'idée pour certains professeurs d'école, déjà de vouloir remettre quelques formations dans ces écoles. Il est grand temps, effectivement, et c'est un besoin crucial. Et je suis bien contente de faire l'école de Chaillot, enfin le DSA, pour avoir cette formation que j'appelais de mes voeux et que je n'avais jamais eue. Donc, bonjour, Axel Macardier, architecte à Paris et donc étudiante au DSA de patrimoine de Chaillot. C'est pas tout à fait facile de réagir à chaud sur la question du doctorat juste après la table ronde numéro 3. Cependant, il nous était demandé d'avoir un regard interrogatif et critique d'étudiants sur toutes ces questions qui allaient être abordées. Et j'ai été frappée pendant la table ronde par plusieurs points qu'on a l'habitude de retrouver pendant notre formation. Alors j'ai noté la recherche, l'initiation à la recherche notamment, qui a été abordée, mais la recherche elle-même, l'analyse des pratiques et l'exercice du projet. Et je me suis rendu compte, avec pas mal de satisfaction, et je m'en suis sentie un peu rassurée, que finalement c'était exactement ce qu'on faisait ici à Chaillot depuis 2 ans. Et que finalement, si existence d'un doctorat il y a un jour, et si véritablement la remise en question des statuts tels qu'on peut la connaître aujourd'hui à différents stades de la profession doit continuer, et c'est évident que dans la politique mondiale telle qu'elle est, vous avez raison, chacun de nous allons dialoguer avec des homologues et on va devoir acquérir un statut qui fait qu'on peut dialoguer plus facilement à l'international. Donc effectivement, si on doit tous se coller plus ou moins à des statuts et que ce doctorat doit exister, eh ben je suis heureuse de voir que finalement Chaillot est déjà dans cette dynamique depuis bien longtemps et qu'on suit complètement cette formation. Alors, ce que je note de particulièrement interrogatif et là où j'espère que le débat apportera des fruits dans l'avenir, c'est que j'ai noté que le doctorat tel que vous l'avez décrit était un temps de regard et de réflexion sur la pratique actuelle pour faire évoluer la pratique future. Et je me colle à Véronique Villano qui parlait de ce temps, parce qu'effectivement, prendre du temps de réflexion sur notre pratique architecturale et sur notre pratique professionnelle en plus de notre travail, c'est pas tout à fait facile, et je suis assez contente que finalement il existe un jour un moyen d'avoir ce regard sur nous-mêmes et sur ce qu'on est capable de faire pour creuser des sujets d'importance, qu'ils aillent à toutes les échelles, qu'ils aillent de l'étude de la doctrine, de l'analyse de la doctrine, jusqu'à l'analyse des matériaux, des techniques de mise en œuvre. Effectivement, la diversité des sujets fait qu'il y aura une diversité de doctorats riche. Voilà. Bonjour, Véronique Monsénégo. Je suis architecte, élève architecte urbaniste de l'État. Et donc, je découvre avec bonheur la formation à l'école de Chaillot qui se déroule sur une année. C'est vrai que je pense que les points de vue sont très multiples et très divers, et que pour ma part, je pense que, enfin pour ma part personnellement et d'autres personnes voilà, des mêmes mouvances, on connaissait l'existence des 2 formations, DSA et architecte urbaniste de l'État, et je pense que ça dépend un peu des milieux desquels on est issu, et que en matière d'architecture, c'est effectivement très varié, ce qui a été aussi l'objet de toutes les discussions de cette journée. Ce qui m'est apparu, c'est que donc c'est une formation qui est une spécialisation d'une certaine façon pour accéder aux fonctions au service de l'État. Donc c'est une formation supplémentaire par rapport à un diplôme d'architecte DPLG. C'est un premier pas aussi vers une forme de doctorat ou de formation plus.
Et je dois dire que, je développerai un peu après, je pense que c'est aussi une particularité française que cette organisation en ce qui concerne la profession des architectes et la formation des architectes, parce qu'en matière de patrimoine, je pense, pour avoir côtoyé et pour avoir participé, qu'il y a une très grande connaissance et des très grandes recherches qui sont faites en la matière, mais plutôt dans le domaine de la pratique professionnelle. Et on peut penser que tout le travail qui est mené par les chargés d'études et les chargés d'études pour l'étude des secteurs sauvegardés, c'est une forme, pourrait être traduit ou pourrait prendre la forme d'un doctorat ou être validé par un doctorat. Donc finalement, ce qui manquerait, plutôt, on pourrait dire, c'est la reconnaissance officielle et la reconnaissance universitaire. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important et indispensable, puisqu'on est un peu, ce que j'ai cru comprendre par rapport aux autres pays européens et aux autres pays dans le monde, une exception. Là encore, finalement, on a fabriqué des outils qui sont extraordinaires, qu'on nous envie, qu'on exporte, qui se transforment, qui s'adaptent, mais en même temps, on est resté dans la pratique et dans la mise en œuvre de la pratique, et on n'est pas passé, enfin, il y a une fracture entre le monde de la pratique et le monde universitaire, et je pense que c'est ce qu'il faut recoller en ce qui concerne notre profession d'architecte et en ce qui concerne le patrimoine. Et la fracture, elle est à double, puisqu'elle s'opère dans ce sens-là, mais elle s'opère aussi entre les architectes et les architectes du patrimoine. Et ce qui est très regrettable, puisque la culture est fragmentée, n'est pas suffisamment partagée, et je rejoins les propos qui se sont dits depuis le début de journée, pour penser qu'il faudrait que dès le début de nos études d'architecte, quand on rentre à l'école, le cursus soit commun, et en ce qui concerne l'intellectualisation ou la conceptualisation, la mise en mots de notre pratique, que certains approfondiront après par un doctorat, et en ce qui concerne aussi la prise en compte du patrimoine, qui ne devrait pas être dissocié, ce devrait être un seul et même enseignement, même si après il y a des approfondissements. Et je terminerai effectivement par un point qui me semble essentiel, qui est celui de l'organisation matérielle et temporelle de nos études. Et on est peut-être aussi dans un système, alors je ne sais pas exactement si c'est un système français qui voudrait tout organiser, mais il est certain que la grande souplesse, par exemple, même si c'est un programme chargé du DSA, c'est quand même de pouvoir continuer de travailler tout en menant des études en parallèle. Et je crois que ça, c'est une des pistes à poursuivre pour les autres études, qu'il puisse s'agir de cycles de formation avant d'intégrer un doctorat ou avant d'intégrer le DSA, ou que ce soit pendant le doctorat. Mais je crois que c'est peut-être ce qui manque, ou ce que moi j'ai pu regretter en tant que praticienne dans la réforme LMD, et le fait que cette réforme accentue la nécessité de se consacrer à ces études sans pouvoir travailler, et la spécialisation qui est faite entre les étudiants et les praticiens, et aussi le recul que ça établit entre les deux moments de l'existence. Un grand merci, on peut les applaudir. Un grand merci pour toutes les personnes qui ont préparé ce colloque et qui y ont participé. Le comité de préparation s'est réuni à 3 reprises depuis le mois de mars. Merci aux modérateurs, aux intervenants, à l'équipe de l'école, à la régie et à l'équipe de la communication et à tous les collègues de la Cité. Je voudrais qu'Antoine Monpère monte sur la scène. Il a été la cheville ouvrière de ce colloque et on peut l'applaudir.